Bonjour à tous et bienvenue sur Madforge Motor. Alors aujourd'hui, on va s'occuper du monde du swap. Par exemple, la Manta, on a fait un swap, mais on n'a pas fait un swap standard. Il y a plusieurs types de swap, entre les swaps de transmission, les swaps moteurs, les emplacements aussi des moteurs, etc. Il y a quand même pas mal de choses à voir et surtout il y a pas mal de choses auxquelles il faut faire attention si vous voulez faire ça. Si vous utilisez des modèles qui correspondent à la voiture d'origine, ça va pas être pareil que si vous utilisez des moteurs qui viennent d'autres modèles. Alors avant de commencer, je voulais vous parler d'un gars qui m'a fait ce logo. Évidemment je l'ai peint de la teinte de la voiture, ce logo là. Qui m'a imprimé, donc c'est un abonné, il s'appelle Fury Create, il a une chaîne YouTube, il fait aussi quelques trucs, je crois qu'il fait une voiture télécommandée de 1,5 Pipepeak, l'Escudo, qu'il aimerait bien faire en télécommandé avec un moteur de moto, un moteur de 600 dessus. Donc si ça vous intéresse tout ça, allez voir sa chaîne, je la mets en description. Et puis il fait aussi de la 3 dimensions, ça c'est une imprimée résine, donc c'est quand même vraiment propre la qualité et ça donne une allure à notre véhicule unique. Alors comme vous pouvez le constater, la Manta avance super bien, on a fini le collecteur d'admission, on a fini l'avant, le système de refroidissement, le radiateur est en place, le système d'allumage est en place, il y a presque tout qui est en place, j'ai mis la batterie pour faire un cache, à l'avant il va falloir faire encore d'autres trucs, j'espère que ça va aller vite, et surtout le plus important, on a mis notre pare-brise, et s'il a pu se mettre en place, ça veut dire que l'abaissement du toit a été correctement fait. Et oui, parce qu'un toit asymétrique, un toit déséquilibré, on n'aurait jamais pu mettre le pare-brise en place. Là, dans ce cas-là, le pare-brise est en place, il n'y a absolument aucun souci. Du coup, le véhicule, normalement, si tout se passe bien, il a été correctement recréé. Mais aujourd'hui, on va s'occuper du monde du swap. Alors avant de se lancer dans un swap, je vais essayer de vous expliquer le plus de choses possibles, surtout auxquelles il faut faire attention en fonction de ce que vous voulez mettre dans votre véhicule. Évidemment, il y a plein de choses à penser en fonction de l'équilibrage, en fonction des adaptations, en fonction des cartographies, etc., etc. Il y a quand même pas mal de trucs et on va en parler maintenant. Alors avant de commencer, une chose importante, à partir du moment où on fait un swap, on change le poids du véhicule. Contrairement à ce que peut penser tout le monde, on va changer les freins pas en fonction de la puissance, mais en fonction du poids et de la vitesse maximale. Pour arrêter un véhicule, c'est pas en fonction de la puissance qu'on va se fier. On va se fier au poids de la voiture et on va se fier à sa vitesse maximale atteignable. En dehors de ces informations-là, votre véhicule n'aura pas besoin de changer les freins pour garder à l'identique la même sécurité. Ça, c'est une chose importante. Vous pouvez avoir 10 000 chevaux. Si votre poids de véhicule ne change pas et que votre vitesse max ne change pas, les freins seront toujours adaptés au véhicule de base. Par contre, après, effectivement, si vous freinez plus souvent, si vous voulez freiner plus tard dans les virages, enfin plus tôt dans les virages, là, on change nos systèmes de freins, mais là, c'est une question de performance. Donc les freins, on les change que pour la performance, pour l'augmentation de poids et l'augmentation de vitesse de pointe. Là, vous allez me dire, oui, quand on augmente la puissance, on augmente forcément la vitesse de pointe. Oui, mais est-ce que vous y allez à cette vitesse-là? Est-ce que vous allez vraiment faire la limite? Si la réponse est oui, changez vos freins. Si la réponse est non, c'est pas la peine. Alors déjà, avant de commencer, par toute chose, il faut connaître un petit peu ce qu'on peut réellement faire. Honnêtement, on peut presque tout faire sur un véhicule, on va voir ça de toute façon. Vous allez comprendre, tout est possible. Presque tout est possible. Après, ça va être la limite de la carrosserie qui est d'ailleurs modifiable, donc on va dire que tout est possible. Alors, les architectures standard moteur, on va dire ça comme ça. Donc, traction, moteur avant, une architecture de quasiment la plupart des véhicules standards de tous les jours, hein, une Corsa, une Peugeot 205, etc. Ça va être un moteur à l'avant avec traction. Donc là, gros désavantage, énormément de poids à l'avant, moteur en porte-à-faux, donc le poids du moteur est en porte-à-faux, arrière très léger. Bon, après on peut faire des rééquilibrages. Évidemment, il y a aussi moteur avant en 4 roues motrices. Là, je vais vous parler vraiment des architectures d'emplacement moteur. Il y a le 4 roues motrices aussi qui existe, évidemment. Ensuite, on a le moteur avant, mais en propulsion. Donc là, on peut réaliser
un équilibrage des masses un peu plus aisément en mettant la batterie à l'arrière, etc. D'ailleurs, ce qu'on peut faire aussi là. Mais là déjà, c'est un peu mieux équilibré avec le pont qui prend un certain poids. Donc on a un pont soit rigide, soit suspension indépendante. Le moteur, il peut être aussi en centrale avant. Ça veut dire qu'en fait, le moteur complet est avant les roues avant. Donc là, comme la Manta, on a fait une architecture moteur central avant. Alors pourquoi j'ai fait ça? Pour l'équilibrage, évidemment, et aussi parce que c'est très peu courant. C'est très peu utilisé. Ensuite, ici, on a l'architecture moteur central arrière, Lamborghini, etc., etc. Évidemment, 4 roues motrices aussi, ça existe. Et on a aussi l'architecture moteur arrière tout court. Donc là, on va taper plutôt chez Porsche. Évidemment, gros désavantage, ça va être qu'on va avoir beaucoup de poids à l'arrière. En général, ils sont à 60% du poids à l'arrière pour 40% à l'avant. Par contre, le réservoir est souvent à l'avant avec la batterie. Lamborghini, moteur central arrière, ou évidemment d'autres modèles, on va avoir moteur central arrière et on va avoir les réservoirs latéraux. Comme ceci, pour un très bon équilibrage. Là, on va taper plutôt dans du 55%, 45% à l'avant. Ça va être très bon, etc., etc. On a aussi, ici, je vous ai pas dit, en fait, on a le moteur à l'avant, mais on peut avoir aussi la boîte à l'arrière. Ça existe sur certains modèles. Ça existe chez Mercedes. Je crois que sur la GT-R 35, c'est le cas aussi. Sauf que la GT-R 35 est en plus 4 roues motrices. Donc là, on a des architectures standards. Et on peut réaliser des architectures, je ne sais même pas si ça existe, mais qui sont possibles. Par exemple, on peut très bien avoir un moteur à l'arrière, hop, et mettre un pont à l'avant. Pour avoir une traction avec moteur arrière ou moteur central arrière. On peut presque tout faire, tout dépend après évidemment de ce qui est possible pour vous. Et là, on va voir ça tout de suite. Alors vous allez voir, ici ça va être le swap le plus couramment utilisé, mais ça va être du swap assez standard. Après, si on veut changer l'architecture de la voiture en fonction de ce qu'on a envie, il va falloir faire attention à plein de choses. Donc on va commencer par ce qui est le plus couramment utilisé. On va être sur de la traction avec un moteur à l'avant, parce que c'est les véhicules qu'on voit le plus régulièrement. Après, on verra un petit peu BMW ou Mercedes, où on a un moteur à l'avant et on est propulsion. Mais ça va être quasiment les mêmes choses auxquelles il faut faire attention. Alors, pour commencer, le swap, on va dire classique. Swap classique, on a un petit moteur, on veut en mettre un gros. Il va falloir penser à plein de choses. Déjà, en priorité, il va falloir penser à la cartographie. Il va falloir la réadapter au système électrique du véhicule. Ensuite, on va passer sur une nouvelle boîte. Alors, ce qui peut arriver, c'est que des fois, on puisse prendre la boîte du moteur, de l'ancien moteur, du plus petit moteur, qui est parfois adaptable. Mais il peut arriver que certaines boîtes aient des cannelures différentes. Donc, il faut adapter l'embrayage en fonction des cannelures. Donc là, déjà, cartographie, boîte de vitesse, et si on change de boîte de vitesse, il y a de fortes chances qu'on doit changer les cardans. Alors, soit il y a la technique des cardans hybrides, ça c'est vraiment quand on veut vraiment adapter quelque chose, soit ça peut arriver que certains modèles, vu que l'empattement du véhicule est le même et que la boîte de vitesse correspond au même véhicule, on peut garder des cardans qui correspondent à ce même véhicule. Par contre, si on met un moteur toujours à l'avant qui est normalement adaptable sur un autre véhicule, il est possible que la voie du véhicule soit différente et que les moyeux intérieurs pour adapter les cardans soient aussi différentes. Donc il va falloir faire des cardans hybrides. Derrière ça, la boîte, il va falloir aussi que ça aille jusqu'au levier de vitesse. Alors sur les véhicules assez modernes, on a des transmissions par câble, donc là on n'a pas de souci, mais sur les véhicules à l'ancienne, on a souvent une tringlerie, et cette tringlerie, il faut la modifier évidemment pour que ça puisse correspondre. Ce sont des choses importantes à faire. Évidemment, on va avoir le souci de l'échappement qu'il va falloir réadapter, ça c'est sûr, et sûrement les cylinder block moteurs. Donc votre moteur, si vous voulez, il est maintenu quelque part, et il va falloir sûrement réadapter les emplacements moteurs. Voilà. Alors ce qui est souvent utilisé pour les tractions, c'est un cylinder block moteur soit ici, soit là, un cylinder block boîte ici, et un autre cylinder block boîte ici. En fait, on est sur du 3 points. 3 points parce qu'on est en isostatique. Si on met 4 points, on est en hyperstatique. C'est pour ça qu'on utilise du 3 points.
Donc là, on est sur, on va dire, un swap standard avec un véhicule qui s'adapte, un véhicule d'où un moteur correspond à la même marque. Si on commence à changer de marque, de toute façon, il va falloir faire de l'hybride sur les cardans. On va pas trop avoir le choix vu que la boîte de toute façon ne correspondra pas à la même marque. C'est assez rare, il peut y avoir des adaptations, il y a de tout de toute façon. Il y a absolument de tout. Si on part maintenant sur un véhicule qui va être propulsion, moteur à l'avant, la boîte et le pont. Alors là, si vous voulez, ça va être quasiment identique. Ça va être quasiment identique. La seule différence, c'est que là, au lieu de changer nos cardans parce qu'ils correspondent plus à la boîte, il va falloir faire une hybridation de l'arbre de transmission, exactement comme on a fait sur la Manta. Là, en plus, vu qu'on a un moteur avant pour un pont arrière, si on veut, on peut décaler le moteur pour pouvoir un peu plus centrer le moteur. Alors c'est pas tout le temps le cas, par contre il faut recouper l'habitacle pour pouvoir le rentrer un petit peu, il faut réadapter les pédales, etc. Il y a énormément de modifications à faire si vous voulez le faire, comme sur la Manta, j'ai dû tout remodifier. C'est très long, par contre derrière votre véhicule est bien mieux équilibré. Donc la différence entre ce qu'on a vu tout à l'heure et ce véhicule là, donc là swap compris, l'avantage, c'est qu'ici, l'arbre de transmission, c'est pas compliqué. Il y a un seul arbre, c'est pas comme l'autre où il y a deux cardans, en plus il y a les têtes, etc. Là, ici, même si vous avez un autre modèle de moteur avec une boîte longitudinale, eh ben, ça va être bien plus facile, puisqu'ici, il suffit juste de changer l'arbre. Derrière, on a de l'adaptation. Alors, je vous parle pas de boîte automatique. Les boîtes automatiques, c'est encore autre chose, parce qu'on peut pas faire un vrai swap sur une boîte automatique. Derrière, la cartographie est en liaison avec la boîte, donc il y a tout un système électronique à faire. Alors je m'y connais pas assez pour vous en dire un peu plus, mais évidemment tout est possible. Donc il faut réadapter un petit peu la cartographie, il faut revoir le faisceau, il faut lui redonner des informations, etc., etc. Donc là ici, quand on a une propulsion, pour moi ça va être bien plus simple. Évidemment il y a toujours les cylindres blocs, l'échappement, la cartographie qui va être réadaptable. La boîte, des fois par exemple quand on passe sur un moteur BMW, admettons un M50B25 ou un M50B20, on sait que la boîte va arriver sur un M50B28, ça va être la même. Par contre, après, il faut regarder aussi si, comme je vous disais tout à l'heure, l'embrayage, si il est adaptable avec les créneaux. Ça, évidemment, c'est propre à chaque véhicule, c'est propre à chaque marque. Je connais pas tous les véhicules, je connais pas toutes les marques, mais je vous dis à quoi il faut faire attention. Et ça, c'est important. Maintenant, un peu plus compliqué. On a une voiture qui est traction de base, sauf que nous, on veut la passer propulsion, avec un moteur avant. Il y a aussi propulsion, moteur central arrière, on en reparlera juste après. Alors, de base, j'ai une traction. J'ai une traction avec le moteur à l'avant. Et ce que je veux, moi, c'est plus du tout une traction. C'est avoir un moteur à l'avant et la passer en propulsion. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait sur la Corsa Turbo. La Corsa 2 litres Turbo, j'ai mis un moteur à l'avant avec une boîte longitudinale, avec un arbre de transmission, un pont, deux cardans à l'arrière pour être en suspension indépendante. Donc pour ceux qui ne savent pas, le pont rigide, voilà, ici on a nos roues. Donc là on a un pont rigide, je ne sais pas si je dessine bien, je crois que c'est de la merde mon dessin. Donc là tout est rigide, là c'est les roues arrière, hein. J'essaye de faire ça bien mais c'est pas terrible. Ça c'est les roues arrière, là tout est soudé là. Tout est soudé, tout est soudé. Ça c'est ce qu'on appelle un pont rigide. Donc au final, il n'y a pas d'indépendance entre cette roue-là et cette roue-là. À partir du moment où je lève là, ici on a une influence directement sur cette roue forcément parce que tout est lié. La suspension indépendante où au final les roues seront indépendantes. Donc là, si j'appuie ici, évidemment, il y a la barre anti-roulis qui va avoir un tout petit effet là-dessus. Mais les roues sont vraiment indépendantes et le pont reste fixe. Il ne tourne pas sur lui-même. Et nous, ce qu'on veut, c'est uniquement parler du swap, donc de passer d'une traction à une propulsion. Pour passer d'une traction à propulsion, la première chose à faire, la plupart du temps, ce qui est presque sûr et certain, ouvrir le tableau de bord et ouvrir le tunnel de transmission, ça va être quasi obligatoire. Quasi. Il va falloir réadapter le tunnel de transmission parce que forcément, on ne fait plus passer un échappement, mais on fait passer une boîte complète. Là, on n'a pas le choix. Ensuite, échappement sur mesure, parce que le véhicule n'aura pas le même empattement, voire la même longueur que l'échappement qui correspond au futur moteur.
Ensuite, la plupart du temps, soit on a un embrayage ici hydraulique. La voiture ici, elle l'a aussi, super, tant mieux, c'est cool. Mais si c'est pas le cas, il va falloir faire une adaptation embrayage hydraulique ici, comme on a fait sur la Manta. La Manta d'origine, on a un embrayage par câble. Système d'embrayage par câble. Là, on a un système d'embrayage hydraulique. Donc, il faut faire toute une réadaptation en mettant un cylindre émetteur jusqu'au cylindre récepteur. Une fois qu'on a fait ça, on est en traction, faut pas oublier. Du coup, on n'a rien pour mettre nos cylindres blocs moteurs. Recréation d'un châssis intérieur sous le capot. Donc ici, il faut recréer une partie de châssis pour réadapter. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une traction n'est pas conçue pour recevoir une certaine longueur. Tout dépend des véhicules, évidemment, mais une certaine longueur. Ce qui peut arriver, c'est que votre radiateur... Oups, voilà. Votre radiateur d'eau soit très près de votre moteur. Donc des fois, eh ben, il va falloir tricher un petit peu pour réavancer le radiateur d'eau, par exemple. Oublions pas que quand on fait un swap, ça j'en ai pas parlé, si on met un moteur un peu plus performant, la plupart du temps, il va falloir utiliser un radiateur d'huile qui correspond au moteur ou un radiateur d'huile universel. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut lui créer un emplacement et il faut lui créer une arrivée d'air. Donc ici, création du tunnel de transmission, réadaptation du châssis avant pour installer le moteur. Ensuite, réadaptation ici de renfort au niveau du tunnel de transmission pour pouvoir mettre le cylindre bloc de boîte. Et ensuite, destruction complète du châssis arrière, reconstruction complète. Alors, il y en a ce qu'ils font, ils s'embêtent pas. C'est simple. Ils prennent le berceau complet, comme j'ai fait sur la Corsa. Donc, au final, le berceau arrière complet de la Corsa, je l'ai complètement ouverte, complètement découpée. J'ai pris le berceau complet, je l'ai mis en place à niveau. Évidemment, il faut faire attention au niveau et au décalage. Et après, j'ai reconstruit la structure générale de châssis en l'adaptant directement avec le châssis d'origine pour pouvoir passer en propulsion alors que je suis en traction. Évidemment, comme vous l'auriez compris, le réservoir d'essence passe là où il y a le pont, donc élimination du réservoir d'essence, recréation d'un réservoir d'essence sûrement dans le coffre, parce que on va pas trop avoir le choix en traction, c'est assez particulier. Et après, réadaptation du châssis en fonction des amortisseurs aussi. Et à l'avant, vu qu'on a des fusées, on peut pas enlever juste les cardans. Non, parce que sinon les roulements vont s'arracher. Il faut absolument... Le cardan, si vous voulez, il a une tête comme ça. Et après, il y a l'arbre dedans. Voilà, il y a l'arbre dedans. Ce que j'ai fait moi sur le prototype, parce que j'ai mis mon moteur central arrière, etc. etc. et à l'avant, j'avais des fusées de traction. J'ai coupé ici mon arbre de transmission, donc mon cardan, et j'ai directement après mis l'écrou pour maintenir mes roulements. Hop, et j'élimine la transmission avant, tout en faisant le plus d'économie de poids possible. Donc là, on aura bien l'écrasement du roulement. Ici c'est cannelé, hein, parce que ça va dans la fusée avant. Donc là, c'est presque tout ce qu'il y a à savoir pour une modification d'une traction à une propulsion. Évidemment, en fonction des modèles, il va y avoir plus de choses. En fonction d'autres modèles, il va y en avoir moins. Tout va dépendre de plein de choses. Après, on peut faire aussi un passage en 4 roues motrices, on peut faire un passage en machin. Mais là, les choses les plus importantes sont dites. Évidemment, le levier, il va falloir refaire un emplacement. De toute façon, si on refait le tunnel de transmission, on l'adapte à notre nouvelle boîte. Forcément. Donc là, le plus important est dit. Et c'est comme ça que... on peut s'adapter et on peut presque tout faire, presque tout est possible. Alors une chose importante que j'ai oublié de vous dire pour le passage en propulsion quand on a une traction, évidemment la crémaillère de direction ne sera plus adaptable. Donc forcément il va falloir la changer d'emplacement. Si on change d'emplacement la crémaillère de direction, il va falloir changer l'emplacement sur les fusées du maintien de la rotule de direction. Obligatoirement. On ne peut pas, on va dire, modifier la hauteur de la crémaillère par exemple et ne non modifier la hauteur de la réception de la rotule de direction sur les fusées. Il va y avoir des énormes soucis, donc ça il faut absolument le modifier, ce sont des choses hyper importantes. Ça ce sont des choses auxquelles il faut penser. Et après, répartition des masses en fonction de vos amortisseurs, donc il va falloir des combis filetés pour rééquilibrer tout ça. Évidemment, on a changé l'emplacement des éléments sur votre moteur, il va falloir changer
eh ben, le système de suspension pour qu'il s'adapte à la nouvelle répartition des masses. Alors, pour le passage en propulsion, ou la voiture en propulsion déjà d'origine, quand on veut faire un swap moteur, par exemple un moteur qui ne correspond pas du tout, où il faut recréer des cylindres blocs, ou il faut recréer un emplacement moteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'arbre de transmission par rapport au véhicule est toujours décalé. Alors, je vais vous dire, ça va toujours être décalé vers la droite. Tout ce que je sais, c'est que sur la Corsa, j'ai dû avoir un décalage de mon arbre de transmission de 2 cm parce que mon pont, si vous voulez, le pont, il a une forme un peu comme ça. Le centre de l'axe du pont est ici et le centre réel du pont est décalé. Et ce centre du pont, il n'est pas décalé par rapport au centre du véhicule. Ça, il faut faire attention. Donc l'arbre de transmission, lui, est décalé. Et forcément, quand vous allez mettre en place votre moteur, il va falloir le décaler aussi. Alors le top du top, ce que je dis toujours, c'est d'avoir l'arbre de transmission le plus droit possible. Il faut l'arbre de transmission le plus droit possible pour moi, pour avoir le moins de contraintes au niveau des cardans. En fait, plus on va mettre d'angle, plus on va demander des efforts sur des cardans. C'est pour ça que les tractions, c'est pas top, parce qu'à chaque fois qu'on va tourner nos roues, on va demander un peu plus d'efforts pour faire tourner les roues, pour les emmener. Les cardans, on va dire qu'ils consomment pas non plus énormément d'énergie. Mais je préfère faire de cette façon. Là, pareil, hein, c'est du chipotage à mort. Hein. Là, on ne va pas gagner 5 chevaux ou 3 ou 20 chevaux, hein, on gagne rien du tout. Là, c'est vraiment pour que ce soit très propre, on va dire ça comme ça. Donc, il faut un équilibrage aussi bien hauteur, là on a une butte dessus, aussi bien comme ceci que comme ceci. Donc, aussi bien au niveau de la hauteur qu'au niveau de la largeur. Il ne faut pas qu'on soit excentré. Une chose importante, à partir du moment où vous faites un arbre de transmission parce que vous avez changé l'architecture moteur, vous avez changé le machin, il faut que l'arbre de transmission coulisse. Il va falloir qu'il coulisse obligatoirement. On est sur cylinder block ici, on est sur cylinder block là. Du coup, on peut avoir des étirements en fonction de la route, on a des torsions, etc. etc. Et lui, il n'a pas à encaisser ça. S'il encaisse ça, s'il encaisse les torsions, hein, c'est dans le sens machin, mais si ce sont des torsions en décalé, lui, s'il commence à subir ça, il va mal finir. Donc, il lui faut de la liberté en longueur, donc il faut qu'il puisse coulisser. Alors il y a différentes façons de faire. Soit on a du coulissement comme on a fait sur la Manta, donc là en fait on a des créneaux et l'arbre de transmission vient dedans. Et en fait il coulisse comme ça, donc en fonction de l'état de la route, eh ben, ça va très légèrement bouger pour éviter l'écartement ici et puis l'arrachement des cardans. Il y a une autre solution, ce qu'il va y avoir d'ailleurs sur la Most Wanted, c'est qu'en fait, on va être en 3 cardans. Donc ici, on repart, et là, on a un 3e cardan. Et là, ce qu'il faut faire, c'est que ici et là, il ne faut pas l'aligner en étirant dessus. Il faut lui laisser légèrement de la liberté, ici. Par contre, vu qu'on est en 3 cardans, il va nous falloir un maintien. On va avoir un maintien. Mais ce maintien, il va être ici, fixé sur caoutchouc, pour pouvoir évidemment libérer les déformations. Donc il va falloir quand même qu'il soit maintenu, mais il va falloir qu'il soit quand même libre. Et là, eh ben, au final, on n'a plus de soucis. Donc là, avec un triple cardan, on n'aura pas de problème. D'ailleurs, c'est exactement ce que j'ai fait pour la direction de la Manta. La direction de la Manta, vu que j'ai allongé le châssis, il a fallu que je fasse un arbre de transmission, c'est la même chose, de crémaillère de direction pour arriver à mon volant. Donc la crémaillère pour arriver à mon volant, j'ai 3 cardans. Un ici, un deuxième et un troisième. Et forcément, pour pas qu'ici ça devient fou, enfin quand je dis fou, c'est que ça s'affole, il faut un maintien ici qui maintienne au moins un des 2 arbres. Obligatoirement, c'est obligatoire, sinon vous avez de l'affolement. Sinon quand ici vous mettez de l'effort, ici vous avez des torsions, ça casse, c'est fini. Voilà à quoi il faut faire attention. Et c'est assez important, tout ça c'est assez important. Il y a encore d'autres choses un peu plus techniques, mais il faut vraiment être sur le véhicule parce que chaque cas est assez particulier. Mais ça c'est vraiment le plus important quand on fait des swaps moteurs. On va arrêter là, on n'a pas encore tout vu, mais j'avais peur que ce soit vraiment trop long. Il y en a encore au moins le double à dire. Après il va falloir passer au moteur central arrière, etc. Il y a beaucoup de choses à voir. Comme quoi un simple swap au final, il y a quand même des choses à faire en fonction évidemment des moteurs choisis. Alors évidemment les informations que je vous donne sont des informations que j'ai fait, ce sont des informations que j'ai vécues et ce sont des informations au final
que j'ai dû me rendre compte. En créant par exemple la Corsa Turbo passage en propulsion, évidemment je me suis rendu compte que la crémaillère de direction ça ne pouvait plus passer. Je me suis rendu compte que le moteur, il faut changer le carter, donc modifier le carter réellement adapté en fonction de la nouvelle crémaillère qui est passée à l'avant. Évidemment il faut réadapter aussi la crémaillère en fonction du volant, la liaison. Il y a quand même pas mal de choses à faire et ces choses-là, si on ne les fait pas pour de vrai, on s'en rend pas forcément compte. Des fois il vaut mieux vivre l'expérience plutôt que de l'écouter. Moi je vous dis ce que j'ai vécu, le mieux c'est quand même de le vivre par soi-même, mais il faut quand même être un petit peu averti en quoi on se lance, hein. De passer d'une traction à une propulsion, il y a beaucoup de modifications à faire. En passant par un nouveau châssis avant, nouveau châssis arrière. Donc il faut modifier énormément de choses. Mais par contre, au final, la voiture, après, elle vaut le coup. Si vous faites un bon truc, entre une traction et une propulsion va être beaucoup plus joueuse. Donc ça va être bien plus sympa. Tout dépend après exactement de ce que vous voulez. Et après, il va falloir aussi jouer sur la répartition des masses, donc changer les amortisseurs. Le système de freinage aussi, il va devoir varier, tout va dépendre évidemment de ce que vous voulez. Il y a une dernière chose aussi, on peut faire un swap en utilisant un moteur d'origine. Donc la plupart du temps, la cartographie va être adaptable sur les vieux moteurs, en tout cas c'est tout le temps le cas. Malheureusement sur les véhicules modernes, quand on prend un swap moteur sans prendre la cartographie qui va avec, parfois il faut redire à votre ordinateur ce sont telles bobines avec tel numéro de série, ce sont tels injecteurs, etc. parce que chaque pièce interne des véhicules modernes sont vraiment particulièrement différentes en fonction des marques. Donc ça, ce sont des choses aussi auxquelles il faut faire attention. J'arrête pas de dire qu'il faut faire attention à plein de choses parce que effectivement c'est le cas. Il faut vraiment penser à tout avant de se lancer, parce que si vous arrivez, vous commencez à faire le truc, vous dites ah mince faut modifier ça, ah mince faut modifier ça, et après il faut faire ça aussi, et là vous vous dites en fait c'est trop conséquent, vous allez perdre énormément de temps et énormément d'argent pour rien si dès le début vous saviez à quoi vous attendre. En tout cas, si tout ça vous intéresse, le monde automobile, le monde de la modification, on fait que ça ici, c'est que ça. On prend aucun véhicule standard, on fait vraiment des grosses modifications, aussi bien châssis que moteur. J'espère que la vidéo vous aura plu, c'est beaucoup d'informations, mais si vous voulez vous lancer, ces informations sont quasi indispensables. Évidemment, une fois de plus, je vous le dis, en fonction des projets, en fonction des envies, ça va varier énormément en fonction des profils de véhicules et des profils de moteurs. Ça, c'est sûr. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager pour qu'on soit encore le plus possible, que je continue à faire des projets monstrueux comme ici, comme la Most Wanted, comme des châssis sur mesure, etc. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait quand même déjà pas mal de choses. Niveau swap, j'ai fait presque tout. La Most Wanted, on en parlera dans le prochain épisode sur les swaps, parce qu'évidemment, je vous ai pas donné toutes les infos de toutes les configurations, et vous allez voir qu'en fait, on peut partir vraiment très loin si on a les compétences, si on connaît certaines choses, si on a le budget aussi, évidemment. Tout ça font que on peut presque être illimité sur les projets, et la prochaine fois on verra ça. Donc pour tous ceux qui sont intéressés par ce type de projet, évidemment je vous donne chaque détail de chaque chose que je fais pour que vous puissiez chez vous les refaire. Le moteur, une remise à neuf, je vous explique comment je fais la préparation moteur de la Most Wanted. Avec le V8, on fera un collecteur d'admission sur mesure, je pense, collecteur d'échappement sur mesure, avec une gestion cartographique sur mesure et échange des pièces internes, donc passage en full forgé, châssis sur mesure, donc là je vous explique tout, carrosserie moulage, donc j'espère que ça arrivera très vite, dès que la Manta est finie de toute façon. On va continuer un petit peu la Most Wanted, et ce qui serait bien, c'est de faire le moulage le plus vite possible pour que vous puissiez voir une voiture modifiée, une voiture moulée, donc un moule, et une voiture ressortie en fibre, avec un châssis réadapté sur cette coque en fibre. Ça, ce sera vraiment hyper cool. Donc ça, j'ai vraiment hâte de vous montrer, évidemment, et j'ai aussi hâte de le vivre. Donc si tout cet univers vous intéresse, venez vous abonner sur Matt Forge Motor.